Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode des aventures du poète. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon deuxième livre, Après. Après, il est sorti 3 ans après Juego y Libertad, qui était donc sorti en 2010, et après, il est arrivé en 2013. Et il a succédé, ceux qui ont vu la première vidéo, et d'ailleurs merci pour vos commentaires, ça m'a fait très plaisir. Il a succédé à un recueil, je dirais, d'adolescence, qui était Juego Libertad, plutôt de jouissance, de jeu avec les mots, d'idéalisme, etc. À quelque chose de beaucoup plus sombre. J'étais entré dans une dépression assez sévère et elle a fortement, évidemment, marqué ce livre, et elle a même d'ailleurs marqué le suivant, le troisième, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Voilà, donc il s'appelle... Ah, le premier voilà de la vidéo. Il s'appelle Après. Et voici ce livre. Euh, Par quoi je vais commencer? Par probablement la gestation. Je le disais, en 2010, Ruego Libertad, Libertad sort et j'en suis très très heureux. Mais j'aborde une période compliquée parce que après le bac que j'ai eu de justesse, je sais pas vraiment où je veux aller. Comme tous les ados, on me pousse un peu au cul en me disant il faut faire quelque chose. Bah oui, mais je sais pas quoi. Bah oui, mais il faut faire quelque chose. Bon, bah d'accord. Donc je me dis pourquoi pas une fac de droit. Parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt de rêveur, qui est plutôt voilà un peu dans la lune, créatif, inventif. Je suis presque le cliché du créatif, c'est terrible. Et je me dis, bah, une fac de droit, ça va peut-être me rendre un peu plus carré. Voilà, un peu plus bosseur. Bon. Le problème, c'est que quand on essaye de faire rentrer, je sais pas, pour moi, un rêveur, l'image du rêveur, c'est celui qui est un peu dans sa bulle, c'est plutôt rond. Si vous voulez faire correspondre un rond avec un carré, ça marche pas forcément. Et de fait, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je me sens pas bien dans ma vie, je me sens pas bien dans mes études. Je me sens entouré de gens, les juristes, c'est particulier. Hein, c'est des gens, c'est un monde à part, c'est beaucoup de bachotage, beaucoup de travail. Hein, et je suis probablement pas vraiment fait pour ça. Donc je déprime tout seul dans mon petit appartement tourangeau. Et quand on déprime et que on écrit de la poésie depuis pas mal d'années, forcément ça se ressent. Et j'écris des textes très sombres, très désabusés. Je suis en colère, je suis écœuré par la vie, écœuré par la mort aussi, qui sont des problématiques qui à l'époque m'habitent quasiment tous les jours. Hein. J'y pense en me levant le matin. Je fais des cauchemars, je dors mal, et les textes s'accumulent. Et finalement, ceux qui ont ce recueil chez eux, puisque j'ai eu la chance quand même d'avoir pas mal d'acheteurs pour après, vous le savez, c'est très très noir. Voilà. Quelqu'un m'a dit ce recueil une obsidienne, hein, c'est un peu ça, une pierre noire assez brute. Alors on trouve 33 poèmes, je le disais, qui sont un peu dans cet état d'esprit. Donc le dernier est un peu plus apaisé, par exemple la sieste des carnages. Voilà, mon chaos intérieur s'apaise un petit peu parce que j'aime bien finir des recueils sur une sorte d'apaisement. Pareil sur celui-ci qui s'appelle Douceur, te voilà revenu. Alors pour l'anecdote, parce que moi mon but avec cette chaîne YouTube, c'est quoi? Il n'est pas très compliqué. C'est de m'adresser à vous pour vous dire la poésie, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui s'inscrit dans votre quotidien. Je veux dire, c'est un peu la même chose que quand vous allez, je sais pas, faire votre marché et que vous discutez avec le maraîcher, la maraîchère, le vendeur ou la vendeuse de fromage, je sais pas. J'ai quelque chose à vous dire. C'est très concret. Je vous parle dans mes poèmes exactement de la même façon que je vous parle aujourd'hui derrière ce micro. J'ai envie de m'adresser à vous, j'ai envie de vous donner quelque chose, de vous dire quelque chose, c'est concret. Parce qu'on pense souvent que la poésie, c'est une espèce de machin complètement hermétique où on comprend que dalle. Alors, ça peut être vrai. Je veux dire, moi qui vous dis que j'adore la poésie, j'adore pas toute la poésie. Je me rappelle avoir lu du René Char, pardon pour ceux qui adorent René Char, mais bon, c'est tout à fait personnel, c'est subjectif, comme tout goût en termes d'art. Moi, j'ai détesté René Char, je comprends rien. Je bite rien. Voilà.
René Char, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Explique-moi. Bon, à côté de ça, je lis du Prévert, je comprends. Je lis même, je sais pas, certains poèmes de Rimbaud. Rimbaud, c'est complètement culte en poésie. Je comprends Rimbaud, j'arrive à comprendre Rimbaud. Donc Victor Hugo, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, tout ça c'est merveilleux parce qu'à la fois on a une langue sublime et en même temps un propos qui n'est pas absconce, qui n'est pas hermétique. C'est pas un putain de coffre-fort, c'est pas du béton. On arrive à rentrer dans l'univers. Et moi, c'est ça que j'aime dans la poésie. Et c'est ça que j'essaye d'ailleurs de proposer dans la mienne. Monsieur Placard, par exemple, un texte qui s'appelle Monsieur Placard et qui dit ben oui, je vis enfermé dans un placard. Voilà. Je vis dans une espèce de petite cave, un puits où je suis enfermé. Alors, est-ce que c'est les autres qui m'y ont enfermé, la vie? Est-ce que c'est moi-même? Je ne sais pas. Mais le poème dit Monsieur Placard, ouvre-moi, ouvre-moi que je puisse goûter l'air de la rue, me souvenir du bruit, sentir dessous mon pied le béton chaud et lisse. La Bretagne bientôt fera tomber la pluie. C'est cet appel de la rue, cet appel du soleil, cet appel du vent, des éléments. Parce que quand on est en dépression, souvent, on est tellement au fond du trou, on est tellement mal qu'on ne sent plus rien. On sent plus ce que les autres nous donnent, on sent plus justement la caresse du soleil sur sa peau, on sent plus rien, on est tout seul, on est tout nu et on grelotte. La pleureuse, encore un texte qui dit je ne cesse de pleurer tout le temps, je ne cesse de me plaindre, je ne cesse d'être malheureux. Est-ce que finalement j'en suis pas heureux aussi de cet état de fait? C'est-à-dire est-ce que je me suis pas enfermé dans cet état de dépression? Est-ce que je m'y sens pas plus ou moins à l'aise? Est-ce que je dis ça à un moment à force car d'avoir trop pleuré, on se fait un palais de belles larmes bien joufflues et bien brillantes. Voilà, qu'elles sont belles mes larmes, je les aime mes larmes. Et je pleure et je pleure et je reste là dans la mare de mes larmes et finalement c'est un peu devenu ma maison. Pour autant, je veux quand même faire attention à ce que je dis. La dépression, je ne prétends pas que les gens qui sont en dépression euh, ont systématiquement fabriqué cette dépression ou s'y plaisent, pas du tout. Mais je pense que c'est intéressant de temps en temps, surtout pour quelqu'un comme moi, dont la dépression a duré des années, à un moment je me rends bien compte que les autres n'arrivent pas à m'aider, peut-être parce que je ne veux pas qu'ils m'aident. Et ça m'interloque, ça m'interroge. Je me dis, ben, est-ce que finalement je n'accepte pas aussi cet état? Est-ce que je n'y suis pas habitué? Est-ce que ça n'est pas devenu mon quotidien? Est-ce que ça n'est pas devenu normal pour moi? Et donc j'essaye de me secouer. Mais évidemment, la dépression est quelque chose de très grave et de très concret. Et il faut laisser du temps aux gens. Le voyage vers la mer, moi j'ai toujours adoré. Je suis un amoureux de la mer et de l'océan. Donc, et puis voilà, beaucoup d'autres textes, je ne vais pas être trop long non plus, mais qui sont inscrits dans la vie, qui sont inscrits dans mon quotidien. Là, on retrouve un autre texte sur Pankou et le grand œuf, qui est la genèse du monde selon les Chinois. Ceux qui ont vu la première vidéo le savent. Dans mon premier livre aussi, j'avais fait un texte sur la genèse du monde par les Nordiques cette fois, parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. J'aime la mythologie. Un texte sur l'amour, un texte sur un cauchemar que j'avais fait, encore un texte sur l'amour, sur une rupture, un texte sur Gainsbourg, enfin voilà. Et tout ça, finalement, si je vous fais cette liste-là, c'est pas pour le plaisir enfin, aussi un petit peu, de me replonger dans ces textes, c'est parce que c'est pour vous dire qu'ils parlent de choses très vivantes, très quotidiennes. C'est la vraie vie. C'est pas fait pour vous impressionner, me baigner dans des mots en m'écoutant écrire, pas du tout. C'est je vis ça aujourd'hui, je suis heureux aujourd'hui, je souffre aujourd'hui, je le traduis en mots, je vous le donne et peut-être que ça résonnera chez vous. Et j'espère sincèrement que cette image-là de la poésie, j'arriverai petit à petit aussi à vous la transmettre, en tout cas à ceux qui pensent que la poésie n'est que du blabla et, pardonnez-moi l'expression, de la branlette littéraire. Ensuite, une fois que j'ai ces 33 textes, et que je me dis je veux en faire un second recueil, eh bien je raisonne pareil que pour le premier, qui va me faire évidemment le graphisme, qui va me faire la préface, qui va me faire les illustrations. Et là, le maître d'œuvre de ce second recueil, c'est Antoine Baume, à nouveau. Je dis à nouveau pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous reconnaîtrez peut-être ce nom.
Antoine Baume, donc ami de longue date, qui à cette époque-là a fondé sa propre maison d'édition à Paris. On est donc en 2012-2013 à ce moment-là. Il me propose de m'éditer, je lui demande une préface, il accepte. Je lui demande s'il veut bien faire le graphisme du livre, il accepte. Donc un des chefs d'orchestre de ce livre, sinon le chef d'orchestre, ou en tout cas le premier violon, hein, c'est Antoine. Donc merci Antoine à nouveau pour tout ce travail merveilleux que tu as fait. Et puis on a un second premier violon, je dirais, qui est à nouveau Marine Bigoury. Et oui, moi je suis un peu comme certains cinéastes, comme Wes Anderson peut-être, si vous aimez bien Wes Anderson. J'aime bien mon équipe, j'aime bien les familiers dans mon équipe, j'aime bien les gens sur lesquels je sais que je peux compter. Donc à nouveau j'appelle Marine, elle accepte de me faire les illustrations, enfin pas mal d'illustrations de ce livre. Vous allez avoir par exemple, attendez que je vous trouve, celle-ci que j'aime énormément, si vous la voyez bien, donc pour le texte, le chant du spectre. Elle m'en a fait d'autres, elle m'en a fait un aussi pour La Pleureuse, je crois, si je dis pas de bêtises, non, sur Terre Brûlée, celle-ci, qui est très, un petit peu dark comme ça, mais que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, d'autres illustrateurs aussi qui viennent se joindre à la fête. Donc on avait ce dessin-là qui avait été réalisé par Anne-Lou Legrand, qui je pense, elle travaillait plutôt sur tablette. Et on avait aussi... Attendez que je vous retrouve. Voilà. Tahani Renaud, qui m'avait fait ce dessin-là pour le texte « Balade du déshumain ». Une fois que les illustrations sont faites, à nouveau... ma mère qui prête sa plume à l'exercice de la 4e de couverture. Et puis, on envoie tout ça à un éditeur. Je m'occupe des démarches. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Contacter Firmin Didot, leur proposer l'impression. Ils acceptent alors même que l'impression est ridiculement peu élevée, 300 ou 400 exemplaires. Et quelques mois après, je reçois dans des cartons, après ce deuxième recueil. Alors je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps parce que j'ai été un peu plus bavard pour ce livre que pour Juego. Je voulais simplement terminer en disant, déjà, si vous êtes curieux de m'écouter lire des textes d'après, même s'ils sont très sombres, n'ayez pas peur. Je veux dire, je pense que ça fait partie de l'art d'aller aussi se plonger dans des univers comme ça, difficiles, arides, pas faciles d'approche. Je serais très heureux de vous en lire. Et la deuxième chose, je voulais terminer par une anecdote très courte. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur ce livre, c'est un monsieur qui était professeur de guitare de mon petit frère. Et ce monsieur, je ne l'avais jamais rencontré avant. Et je lui avais donné le recueil pour qu'il le découvre. Et je l'ai revu quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et il a eu cette phrase que je trouve assez merveilleuse et qui pour moi résume bien, disons, l'attitude que j'aime avoir dans l'art en général, qui est, tu sais Georges, ton recueil, il est pas beau, il est nécessaire. Et ça, je trouve que c'est une très belle phrase. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes intéressé par le recueil, c'est possible de les commander. Je n'ai pas pensé à vous dire ça pour le premier, mais n'hésitez pas. Passez par la page Facebook que je vous mettrai en description. Il en reste. Ils vous attendent. Ils sont dans ma cave. Donc c'est dommage. Ils préféreraient être sous vos yeux. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures du poète. Ce sera pour le 3e épisode où je vous parlerai de mon 3e recueil qui s'appelle Salve. À très vite. Salut.